Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la recherche de soi dans les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Dans son autobiographie intitulée Les Confessions, Rousseau écrit ceci : « Je sens mon cœur ». Rousseau se présente avant tout comme un être sensible, et c'est en explorant et en exprimant sa sensibilité que l'écrivain part à la recherche de soi. En effet, tout ce qui est sensible est vrai pour Rousseau. Le moi se révèle donc dans les mouvements du cœur. Cependant, au soir de sa vie, après avoir dressé un bilan douloureux de son passé, Rousseau, dès la première promenade des rêveries du promeneur solitaire, s'interroge sur son identité personnelle. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. Jean-Jacques Rousseau commence l'écriture des rêveries du promeneur solitaire au soir de sa vie, à l'automne 1776. Ce livre est considéré comme une des sources du romantisme européen. Ce texte se décline en 10 chapitres. Chaque chapitre correspond à une promenade. Il s'agit à la fois d'un récit autobiographique et d'un essai philosophique. Chaque promenade part du récit autobiographique pour accéder à une réflexion philosophique sur le moi et sur ses rapports aux autres, à la nature et au monde. L'auteur y présente également une vision philosophique du bonheur que l'on atteint dans la transparence à soi. Cette transparence à soi n'est accessible qu'à la condition de mener une vie sereine, faite de marche, de contemplation et de solitude. Dans la solitude et la contemplation, en effet, le moi peut vibrer à l'unisson du paysage. Rousseau développe une relation fusionnelle avec la nature. C'est dans la contemplation de la nature que le moi parvient à explorer son intimité. Chaque promenade est ainsi l'occasion pour l'auteur de revivre les rêveries qu'il se remémore grâce à l'écriture. Le plaisir de l'écriture pour soi et la recherche de soi se confondent. Le plaisir de la réminiscence se confond avec la jouissance de l'instant présent. Plus exactement, l'écriture permet au moi de saisir les différents instants discontinus de sa vie et de s'interroger ainsi sur son unité. L'écriture permet de saisir l'unité de son moi en créant du lien entre les moments passés et présents. Il s'agit de faire en sorte que le style permette de reproduire le mouvement de la conscience. Les rêveries du promeneur solitaire se présentent donc comme la recherche de soi à travers le dialogue avec soi-même et la contemplation de la nature. À travers ce texte, Rousseau développe l'empathie du lecteur. Il s'agit de permettre au lecteur de se saisir lui-même grâce à une stratégie narrative et philosophique qui favorise l'empathie. Dès la première rêverie, en effet, l'auteur interpelle directement le lecteur. « Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. » Par ailleurs, le lyrisme mélancolique domine. La rêverie permet au moi de coïncider avec lui-même en exprimant le sentiment pur. Les rêveries du promeneur solitaire constituent une invitation au voyage dont la destination n'est autre que le moi. Cette invitation au voyage est révolutionnaire. Avec Rousseau, le sentiment ne se définit plus par son appartenance à un groupe social. Avec les rêveries du promeneur solitaire, le moi se définit par son rapport au monde, aux autres et à soi. Et on parvient à définir ce rapport au monde, aux autres et à soi grâce à l'introspection et à l'exploration poétique des sentiments. Le passage que nous allons étudier
est un extrait de la 5e promenade. Rousseau se souvient ici de l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, dans le Jura suisse. C'est sur l'île Saint-Pierre, en Suisse, que le philosophe s'était réfugié après avoir été agressé par une foule manipulée par un pasteur fanatique en septembre 1765. Sa maison avait été vandalisée. L'île apparaît au contraire comme un refuge idéal. L'eau qui l'entoure est une source d'apaisement qui permet à l'auteur de se plonger avec sérénité dans sa rêverie. C'est dans la contemplation de l'eau que le moi accède à la transparence à soi. Le moi vibre à l'unisson de la nature. Nous verrons tout d'abord que ce texte s'apparente à un poème en prose permettant l'analyse d'un état d'âme. Puis, nous analyserons le passage de la rêverie à l'extase. Enfin, nous découvrirons que la présence de l'eau favorise la transparence à soi et une réflexion sur le monde. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeait dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde, dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait, et qui sans aucun concours actif de mon âme ne laissait pas de m'attacher au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Après le souper, quand la soirée était belle, nous allions y respirer l'air du lac et la fraîcheur. On se reposait dans le pavillon, on riait, on causait, on chantait quelques vieilles chansons qui valaient bien le tortillage moderne, et enfin l'on s'allait coucher content de sa journée et n'en désirant qu'une semblable pour le lendemain. Telle est, laissant à part les visites imprévues et importunes, la manière dont j'ai passé mon temps dans cette île durant le séjour que j'y ai fait. Qu'on me dise à présent ce qu'il y a là d'assez attrayant pour exciter dans mon cœur des regrets si vifs, si tendres et si durables qu'au bout de 15 ans, il m'est impossible de songer à cette habitation chérie sans m'y sentir à chaque fois transporté encore par les élans du désir. J'ai remarqué dans les vicissitudes d'une longue vie que les époques des plus douces jouissances et des plaisirs les plus vifs ne sont pourtant pas celles dont le souvenir m'attire et me touche le plus. Ces courts moments de délire et de passion, quelque vifs qu'ils puissent être, ne sont cependant, et par leur vivacité même, que des points bien clairsemés dans la ligne de vie. Ils sont trop rares et trop rapides pour constituer un état, et le bonheur que mon cœur regrette n'est point composé d'instants fugitifs, mais un état simple et permanent, qui n'a rien de vif en lui-même, mais dont la durée accroît le charme au point d'y trouver enfin la suprême félicité. Tout est dans un flux continuel sur la terre, rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Le texte est saturé par la présence du pronom personnel « je », associé à l'expression des sensations et des sentiments intimes et personnels
Le jeu, ici, est un jeu lyrique. Par ailleurs, la subjectivité de l'écrivain se manifeste par l'utilisation des adjectifs possessifs à la première personne. Mes sens, mon âme, répété 2 fois, mon oreille, mes yeux. Le moi s'exprime aussi à travers le pronom personnel COD me surprenait, m'en fût aperçu, me faire sentir, m'offrait l'image, me bercer, m'attacher, m'arracher. Le moi est donc omniprésent, associé à l'expression de la sensibilité, et il est à la fois sujet et objet du texte. En effet, la multiplication du pronom personnel COD tend à faire comprendre que le moi devient progressivement passif, l'objet de ses sensations. Il se laisse agir par la nature en s'ouvrant à elle. L'écrivain est attentif aux sensations. L'écriture est d'abord un moyen de saisir et de revivre les perceptions. Alors, ce sont surtout les sens visuels et auditifs qui sont sollicités ici. Nous avons tout d'abord le champ lexical des sons, le bruit, l'agitation de l'eau, le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille. Associés à ce champ lexical des sons, apparaissent çà et là quelques termes qui évoquent le champ lexical de la vue, mes yeux, l'image, aperçu. Certains mots évoquent également la sensation tactile, plonger, bercer. Mais le langage de la sensation tactile sert surtout à évoquer l'état d'âme du narrateur et le passage à la rêverie. En fait, c'est surtout la sensation auditive qui domine. C'est par les sons de la nature que le narrateur glisse progressivement vers la rêverie. Rousseau met en place un paysage certes visuel, mais aussi et surtout sonore. Et la sensation auditive n'apparaît pas seulement à l'aide du champ lexical des sons ou de l'ouïe. La restitution des sensations auditives est rendue possible grâce à un travail sur la musicalité. Le texte de Rousseau est musical. La narration, en effet, est à la fois sonore et rythmée. Dès la première phrase, une harmonie sonore est créée grâce à l'assonance en « et », approcher, descendez, allez, volontiers, cacher. L'auteur crée un système d'écho sonore grâce à l'assonance en « o », soir, approcher, volontiers, asseoir, bord. Rousseau introduit un système de rime entre soir et asseoir, entre grève et rêverie, comme si le crépuscule était une invitation à la contemplation de la nature. Les rimes soulignent le mouvement de l'âme dans l'acte de contempler. On a une rime entre 2 mots antithétiques, fixant et chassant. La contemplation et l'écriture favorisent l'expression de la sensibilité, fixant mes sens, et l'accès à la sérénité, chassant de mon âme toute autre agitation. L'assonance en « a » traduit un sentiment d'ouverture, j'allais, m'asseoir, lac, asile caché, vague, agitation, chassant, âme. La contemplation solitaire n'est pas qu'un simple repli sur soi, elle favorise ici l'ouverture au monde. L'assonance en « a » révèle une correspondance entre le lieu et le moi, entre l'asile caché et mon âme. L'assonance en « i » traduit aussi l'idée d'harmonie, cime, île, bruit, rêverie délicieuse. L'assonance en « i » permet de mettre en lumière l'idée du passage entre la contemplation du paysage et la rêverie intérieure. L'allitération en « l » reproduit les sons liquides de l'eau. L'allitération en « s » permet de souligner l'importance de la sensibilité. Soir, descendez, cime, asseoir, sens, chassant. Surtout, l'allitération en « s » accompagne le mouvement du corps qui reproduit en quelque sorte le mouvement de l'âme. Le narrateur raconte qu'il passe des cimes au bord du lac.
Autrement dit, il effectue un mouvement descendant, il effectue une descente, de même qu'il descend en son âme à travers la rêverie. Le mouvement descendant de la promenade favorise et reflète l'introspection qui consiste à descendre en soi. Le mouvement descendant favorise la descente en soi, et la descente en soi favorise l'ascension des sentiments qui culminent dans la coïncidence avec la nature et l'instant présent. Dans les deux premières phrases, l'allitération en R reproduit le bruit de l'eau qui favorise la rêverie. Soir, approché, asseoir, bord, grève, bruit, renflé par intervalles, frappant, relâche, oreille, rêverie, faire sentir, plaisir, prendre. Le jeu sur les sons en R, en E et en I correspond au son du mot rêverie, afin de montrer que c'est bien la sensation auditive qui favorise la méditation poétique du narrateur. Par ailleurs, les phrases sont longues et complexes. Elles reproduisent ainsi la lenteur du mouvement de la nature qui s'endort avec le coucher du soleil. L'amplitude phrastique donne un sentiment de plénitude. Les phrases du narrateur sont des phrases musicales et cadencées. Elles fonctionnent comme des périodes oratoires. Dans la première phrase, la fixation du cadre spatio-temporel, le soir sur l'île, et le mouvement de descente des cimes au bord du lac, constituent la première partie de la période oratoire, c'est-à-dire la protase. La proposition « là le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongée dans une rêverie délicieuse » est la deuxième partie de la période oratoire, c'est-à-dire l'apodose. Elle culmine avec l'évocation de la rêverie délicieuse. La proposition « où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu » est la fin de la période oratoire que l'on appelle la clausule, qui correspond à la surprise du narrateur qui interrompt sa rêverie avec la tombée de la nuit. L'accumulation dans la deuxième phrase permet au narrateur de reproduire et de revivre le sentiment d'unité et le lien avec la nature, les impressions sensibles et l'état d'âme. L'amplitude phrastique, les participes présents, fixant, chassant, et les verbes à l'imparfait de l'indicatif créent un rythme lent qui est celui de la nature et de la contemplation solitaire. Si le texte est aussi cadencé, rythmé et musical, c'est parce que Rousseau accorde une importance fondamentale à la musique. Pour Rousseau, la musique est au fondement. Elle est au fondement de sa vie. En effet, avant d'être écrivain-philosophe, Rousseau était un musicien, à la fois compositeur et théoricien de musique. Il se fait d'ailleurs d'abord connaître à Paris comme musicien. Dans son autobiographie, Les Confessions, Rousseau se présente d'ailleurs comme un musicien. Il a étudié et enseigné l'art des sons. Il a chanté pendant 6 mois dans la maîtrise de la chorale de la cathédrale d'Annecy. Il jouait de la flûte, de la vielle et du clavecin. Il a même proposé un nouveau système de notation musicale en 1742, ce qui fit grand bruit à l'époque. Rousseau est même partisan de ce qu'il appelle la musique naturelle, c'est-à-dire que la musique doit avant tout toucher le cœur et susciter des émotions. Il s'oppose ainsi à Rameau, qu'il accuse de dénaturer la musique en faisant un système physico-mathématique. Pour Rousseau, ce qui doit primer, c'est l'harmonie. Contre Rameau, il fait l'éloge de la musique italienne, plus proche selon lui des mouvements de l'âme. Rousseau était aussi un compositeur. Il composa notamment un bref opéra comique intitulé Le Devin du village, qui fut un succès immense. Dans cette pièce, il célèbre l'idéal de la vie champêtre et d'une époque révolue où les mœurs n'étaient pas corrompues. Cette pièce se présente comme la synthèse entre le chant populaire français et la musique italienne.
Par ailleurs, Rousseau compose une pièce lyrique intitulée Pygmalion, qui apparaît comme une préfiguration de la musique romantique de Beethoven et de Schumann. Pour Rousseau, par conséquent, la musique est au fondement de l'existence. Plus exactement, la musique est le fondement de la langue. En effet, dans son essai sur l'origine des langues, le philosophe s'interroge sur les fondements de la parole. Or, pour Rousseau, l'être humain ne parle pas parce qu'il a une raison ou parce qu'il a des besoins. S'il n'avait que des besoins, les simples gestes suffiraient pour communiquer. En effet, pour satisfaire un besoin alimentaire, nul besoin de parler, les gestes suffisent. Et pour Rousseau, la rationalité s'est développée parce que l'homme parle et non l'inverse. L'homme ne parle pas parce qu'il a une raison, il a une raison parce qu'il parle. Au commencement, pour Rousseau, il n'y a pas la raison, mais la sensibilité. La parole est issue des liens du cœur. L'être humain a une sensibilité, un cœur, une intériorité. L'homme parle parce qu'il a une sensibilité. Avant d'être rationnel, l'homme est un être sensible. Au commencement, il y a le cœur, pour Rousseau. Le moi prend racine dans le cœur et la sensibilité. Or, les émotions, la sensibilité ne sont pas visibles. L'intériorité n'est pas visible aux yeux d'autrui. Par conséquent, pour donner de la visibilité aux émotions, les hommes ont inventé, selon Rousseau, la parole. Ils disposent en effet d'un organe qui leur permet d'exprimer les élans de leur cœur, la voix. La voix est un organe qui possède toutes les modalités permettant d'exprimer les différents sentiments. Voilà pourquoi la sensation auditive est supérieure à la sensation visuelle pour Rousseau. Ce qui permet le mieux d'exprimer son cœur n'est pas la vue, mais la voix. La voix possède des modulations qui l'apparentent à une musique. La voix est l'expression des émotions. Pour Rousseau, on accède au moi grâce à la musique de la voix. D'où l'importance de retrouver la musique de l'âme qui coïncide avec la musique de la nature dans notre texte. Pour retrouver son moi, il faut trouver une parole authentique, capable de saisir le jaillissement de la sensibilité. C'est pourquoi l'auteur accorde autant d'importance à la musicalité du texte. La cadence et le rythme des phrases restituent le passage de la perception sensorielle à la rêverie. Le balancement des phrases reproduit le mouvement de l'âme qui passe de la rêverie à l'extase à travers la contemplation de la nature. Dans ce balancement, qui favorise le passage de la rêverie à l'extase, les sensations auditives jouent un rôle décisif. Le narrateur est comme envoûté par la nature grâce au son de l'eau. Le spectacle de la nature provoque des sensations chez le narrateur qui le font glisser progressivement vers la rêverie et vers l'extase. Le glissement de la rêverie à l'extase s'opère grâce au travail sur le rythme, notamment des deux premières phrases. Les deux premières phrases, en effet, sont structurées selon un rythme qui permet d'approfondir le spectacle en contemplation et la contemplation en réflexion. Plus exactement, 3 tournures négatives scandent et approfondissent la suggestion, sans que je m'en fusse aperçu, sans relâche, sans prendre la peine de penser. Ces 3 tournures négatives permettent de restituer l'unité des mouvements de la nature et des mouvements du moi. Le moi vibre au son de la nature, et le narrateur descend en lui-même au rythme de la nature. Le balancement des phrases reproduit la continuité des mouvements et des impressions. La cadence permet de reproduire le moment décrit dans sa durée. Les pulsations de l'âme se confondent avec le mouvement de l'eau. La pulsation de la nature devient la pulsation de l'âme. Et cette descente en soi
correspond à une montée du plaisir. Cette montée du plaisir possède plusieurs facettes. Il s'agit d'abord du plaisir de la contemplation, du plaisir de la solitude, mais aussi du plaisir d'être pleinement soi. Le narrateur est d'abord hypnotisé et envoûté par le spectacle de la nature. C'est le plaisir de coïncider avec son être dans l'instant présent. Le mouvement de l'âme est décrit comme une descente et une plongée, mais cette descente et cette plongée permettent le mouvement ascendant du moi. Le narrateur atteint une coïncidence avec soi par l'intermédiaire du spectacle envoûtant de la nature. En se sentant en harmonie avec la nature, le narrateur découvre l'harmonie avec lui-même. L'adjectif qualificatif délicieuse traduit le plaisir à la fois délicat, fragile et profond que le narrateur ressent. La nature est un miroir de l'intériorité. Il y a un parallélisme entre le moi et l'eau. Ce parallélisme souligne la sérénité et surtout l'impression d'harmonie. Le narrateur se sent en symbiose avec la nature minérale. C'est à travers le spectacle de la nature que le narrateur prend conscience de soi et de son existence. Et cette prise de conscience de soi, à la fois délicate, lente et profonde, est la source d'un bonheur qui dépasse la jouissance sensorielle ou la simple émotion forte. Il s'agit d'une émotion pure qui correspond au sentiment de présence à soi et dont l'écriture ici permet de reproduire la durée. Le bord du lac sur la grève est pour l'auteur un asile caché, à la fois lieu propice à la rêverie et image même du moi profond qui s'éveille à soi dans la contemplation de la nature. C'est plus exactement la contemplation de l'eau qui permet au moi de se retrouver. La sensibilité du narrateur lui permet d'entrer en communion avec la nature, et cette communion avec la nature est une ouverture à soi et une coïncidence à soi. Dans l'harmonie avec la nature, il se sent en harmonie avec lui-même. L'eau est semblable au moi. Il y a la surface et la profondeur. La surface de l'eau rappelle au narrateur la fuite du temps, l'impermanence des choses, le devenir, l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image, écrit Rousseau. La surface de l'eau rappelle au narrateur que le monde est en mutation perpétuelle et que l'existence est limitée dans l'espace et dans le temps. La surface de l'eau rappelle au moi sa finitude. Le moi prend conscience de sa mortalité quand il observe la surface de l'eau. Et le va-et-vient des vagues rappelle aussi que dans la vie quotidienne, nous sommes dans l'agitation permanente, dans le divertissement, dans la succession d'instants discontinus qui entravent la connaissance de soi. Mais la profondeur de l'eau et son mouvement continu donnent une impression de durée, de stabilité, qui hypnotise et envoûte le narrateur au point de se détacher du temps qui passe. Voici ce qu'il écrit, au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. La contemplation de l'eau favorise l'extase, c'est-à-dire une expérience hors du temps. Rousseau semble découvrir en lui quelque chose qui échappe au flux temporel. La contemplation de la profondeur du lac est à l'image du seul bonheur authentique pour Rousseau, le retour à soi, rendu possible grâce à la solitude, à la sérénité et à la nature. Mais il découvre aussi que le temps de l'âme est une durée. Quand il décrit son expérience qui l'amène à distinguer la surface de la profondeur, Rousseau découvre que le temps de l'âme, qui coïncide alors avec le monde, est la durée. Le philosophe français Henri Bergson, prix Nobel de littérature en 1927, s'en souviendra dans son essai sur les données immédiates de la conscience. Pour Bergson, il faut distinguer le temps mesurable, quantifiable,
utilisée par les scientifiques est la durée. La durée n'est pas de l'ordre du mesurable ou du quantifiable. Elle est de l'ordre du qualitatif, de la qualité. Et pour faire comprendre ce qu'est la durée, Bergson prend l'exemple de la mélodie. Quand on écoute une mélodie, on ne sépare pas les notes entre elles. Une mélodie que l'on perçoit, c'est une totalité qui dépasse l'addition des notes. Dans la mélodie que l'on perçoit, que l'on écoute, qui vient à nous, il y a une continuité, un flux, une solidarité entre les notes. Et dans un autre ouvrage, L'évolution créatrice, Bergson explique que la durée correspond au temps du moi profond et que le rêve est une expérience qui permet de retrouver le moi profond et la durée pure. On voit ici l'héritage de Rousseau. Comme chez Rousseau, les notions de musique, de durée et de rêverie sont mobilisées pour saisir le temps de l'âme. Le temps de l'âme est un flux continu. Dans la rêverie, le narrateur s'ouvre à lui-même et il prend conscience de soi et de sa réalité temporelle. Ainsi, la contemplation d'une nature minérale, propice à la rêverie, ne se réduit pas à un simple récit autobiographique. L'ambition de Rousseau ne se limite pas à la simple restitution d'une expérience sensible. Le récit de la rêverie qui mène à l'extase dans le berceau de la nature est le point de départ d'une réflexion philosophique sur les rapports entre le moi et le bonheur. Cette réflexion philosophique est notamment rendue possible par le passage du je au nous. Et le deuxième paragraphe est consacré au récit d'une vie champêtre qui se caractérise par la simplicité et par la fraternité, tous ensemble. Rousseau dépeint une vie paisible, harmonieuse. Il décrit une société utopique. En élargissant encore le tableau, en passant du nous au pronom indéfini on, qui est répété plusieurs fois dans une accumulation d'actions qui célèbrent les plaisirs d'une vie simple et authentique. On se reposait dans le pavillon, on riait, on causait, on chantait quelques vieilles chansons. Comme dans la description de l'eau, les sensations auditives dominent et le narrateur établit une hiérarchie dans les arts, montrant la supériorité de la vieille chanson au tortillage moderne. Le deuxième paragraphe nous apprend que les moments solitaires de contemplation sont nécessaires pour apprécier ensuite la vie en communauté. La solitude n'est pas forcément le contraire de la sociabilité. La solitude ne se réduit pas à un repli sur soi impliquant le rejet de la société. La solitude permet au moi de se retrouver pour ensuite construire des relations authentiques et harmonieuses avec les autres. La vérité de ce bonheur authentique du moi qui se retrouve est soulignée par contraste avec l'expression lyrique de la nostalgie, des regrets si vifs, si tendres et si durables. L'énumération d'adjectifs qualificatifs mélioratifs, précédés de l'anaphore de l'adverbe si, souligne l'intensité et la particularité de ce bonheur, caractérisé par la vie, par la douceur et par la durée. Le narrateur découvre au cours de cette expérience sensible une vérité fondamentale sur le bonheur d'être soi et sur le bonheur d'être à soi. Le narrateur semble au premier abord regretter profondément son séjour à l'île Saint-Pierre. Le ton est mélancolique, la nostalgie domine. Le présent d'actualité permet de faire sentir cette nostalgie dans le temps de l'écriture. Au bout de 15 ans, il m'est impossible de songer à cette habitation chérie sans m'y sentir à chaque fois transporté encore par les élans du désir. Cependant, l'écriture permet justement de se livrer au plaisir de la réminiscence. Elle permet de fixer les joies disparues. Et le travail sur le style permet même de revivre ces instants de rêverie, d'extase, de bonheur. De plus, Rousseau
établit une distinction conceptuelle entre ce qu'il appelle ces courts moments de délire et de passion et le véritable bonheur qu'il appelle la suprême félicité. Le superlatif suprême insiste sur la supériorité de ce bonheur que le narrateur a entrevu et éprouvé au bord de l'eau. L'écrivain élargit sa réflexion en utilisant un verbe d'observation au passé composé, j'ai remarqué. Le narrateur exprime sa réflexion à l'aide du présent de vérité générale, sont, est, a, accroît. De même qu'il faut faire la différence entre la surface discontinue et la profondeur continue de l'eau, de même, il faut distinguer les divertissements et plaisirs du véritable bonheur. Le bonheur authentique pour Rousseau ne correspond pas à l'agitation sociale. Le bonheur authentique pour Rousseau n'est pas constitué par des courts moments de délire et de passion, car ils sont précaires et rares, ils sont fugitifs, éphémères. Le bonheur se caractérise par sa stabilité et par sa continuité, un état simple et permanent, écrit Rousseau, dont la durée accroît le charme au point d'y trouver la suprême félicité. C'est ce bonheur stable et continu que Rousseau découvre et expérimente en découvrant son moi, en ne faisant qu'un avec son moi et la nature. Le véritable bonheur suppose l'ouverture apaisée à la nature. La dernière phrase de l'extrait généralise la réflexion du philosophe avec le pronom indéfini tout et le présent de vérité générale. Il insiste sur la précarité de l'existence. Plus exactement, il montre que le bonheur ne peut pas résider dans l'attachement aux choses extérieures, puisque les choses extérieures sont éphémères, fugitives, vouées à disparaître. Il faut donc se concentrer non pas sur le monde extérieur, mais sur le monde intérieur, dont la beauté de la nature est le reflet. C'est pourquoi d'ailleurs Rousseau fait rimer le mot bonheur avec le mot cœur à la fin de son texte. Le bonheur réside dans le sentiment de plénitude éprouvé par le moi quand il se retrouve grâce à la contemplation de la nature. Le véritable bonheur correspond à la seule jouissance de son existence dans les retrouvailles avec soi-même, dans l'espace du dedans. En conclusion, la réflexion de Rousseau nous apprend un certain nombre de paradoxes sur la recherche de soi. Tout d'abord, la recherche de soi commence quand le jour finit. Le moi s'éveille quand le soleil se couche. Cela signifie que la révélation du moi est toujours vécue comme une naissance ou comme une renaissance, en tous les cas comme un commencement. Ensuite, la descente en soi produit une montée du plaisir. De plus, l'accès à l'espace intérieur passe par la contemplation de l'espace extérieur. En outre, la surface du moi et de l'existence est discontinue, instable, alors que la profondeur du moi est continue et stable. De surcroît, pour favoriser une sociabilité harmonieuse, il faut pratiquer la solitude. Enfin, la réflexion philosophique puise sa source dans une expérience sensible. La rêverie est ici une expérience philosophique qui permet de se connaître soi-même. La recherche de soi est indissociable de la contemplation de la nature sonore et de la recherche du bonheur. Pour Rousseau, le véritable bonheur réside dans la conversation avec son âme, dans le sentiment pur de l'existence pris dans sa durée, qui est un sentiment de plénitude marqué par la stabilité et la continuité, et rendu possible grâce à la contemplation d'une nature sonore et musicale. Ce texte est fondateur de la sensibilité romantique. Comme nous le verrons dans les prochaines vidéos, le sentiment de solitude, la contemplation de la nature propice à la rêverie, le culte du moi, le paysage état d'âme, la perception de la fuite du temps
constituent les thèmes romantiques par excellence. Cette vidéo consacrée à la recherche de soi dans les rêveries du promeneur solitaire est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, c'est à vous de jouer en participant au quiz dont le code s'affiche sur votre écran. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao!